On va demander au docteur Éric Barré qui travaille à l'Institut Mutualisme Montsouris, qui fait énormément de prostatectomies, en tout cas qui me les a apprises parce que j'ai été son interne. Et J'étais lui-même aujourd'hui, acteur de il cancer vient dans les rectal. congrès nous dire qu'on peut peut-être préserver l'organe et arrêter de faire des prostatectomies. Et d'ailleurs, il organise une masterclass européenne de l'EAU chaque année à Paris et il rassemble énormément de collègues d'Europe entière qui viennent justement sur ce sujet-là, qui est un sujet très porteur dans l'actualité de l'urologie. Donc, Eric, merci d'avoir accepté de nous faire un point. Chers académiciens, merci pour l'invitation. Je suis désolé, je vais casser un peu l'ambiance. Je m'appelle ni Alexandre ni Alexandra. Je vais vous présenter un sujet qui n'est absolument pas chirurgical, même s'il est un petit peu technique. Et la troisième raison, c'est que je ne vais pas vous faire la promotion du robot Da Vinci. Donc j'en suis désolé pour ça, mais je vais essayer de vous parler d'une nouvelle approche thérapeutique du cancer de la prostate, qui est la thérapie focale. Donc le plan sera le suivant. Je vais vous faire quelques rappels sur les traitements conventionnels du cancer de la prostate. Je vais vous expliquer ce qu'est le nouveau concept de la thérapie focale. Et puis je veux surtout vous dire pourquoi elle va supplanter les techniques actuelles de traitement du cancer localisé de la prostate. Je ne reviendrai pas sur les chiffres du dépistage du cancer de la prostate que vous avez évoqué, Alexandre Delataille. Le dépistage organisé, ça existe. Il y a des fonds européens qui ont été délivrés pour cela. En France, on est en train d'organiser les choses. Donc, nul doute qu'on va arriver à un dépistage organisé. Ce dépistage organisé conduit à augmenter, évidemment, le taux de détection du cancer de la prostate. Et quand on augmente le taux de détection du cancer de la prostate, ça, c'était l'étude ERSPC avec l'actualisation à 22 ans qui était non pas de 27%, mais de 29% à 22 ans de bénéfices en termes de mortalité. L'étude PLCO nous a montré que quand on augmente le taux de détection, on augmente la détection des cancers de prostate de faible agressivité ou d'agressivité intermédiaire. Et le problème qu'a un patient chez qui on diagnostique un cancer de prostate, comme vous l'avez expliqué Pascal Richman, c'est que dans 15% des cas, il va rentrer en surveillance active et que dans 85% des cas, il va passer à la casserole. Donc, il va peut-être falloir prendre ça en considération. Si on a des cancers qui sont moins agressifs, moins évolués et peut-être un peu plus faciles à détecter, je vais vous dire comment, peut-être développer un peu plus d'autres outils qui seraient l'intermédiaire entre la surveillance active, qui est réservée aux patients qui ont une maladie de faible risque et de faible agressivité, de faible volume, à quelque chose d'intermédiaire entre ça et le traitement radical, qui est la chirurgie ou la radiothérapie, où là, effectivement, le but est de détruire la glande ou de l'enlever avec toutes les complications qu'on connaît. Néanmoins, il y a un rationnel à le traiter le cancer de la prostate. 3 grandes études ont été publiées dans la littérature. 2002, l'étude scandinave qui compare la chirurgie au watchful waiting. Pas de bénéfice en termes de survie globale, mais un bénéfice en termes de survie spécifique. Il y avait un intérêt à opérer les patients, même s'ils étaient d'agressivité faible ou intermédiaire, en termes de mortalité spécifique. L'étude Pivot, 2012, qui montre que lorsqu'on traite les patients qui ont un cancer de la prostate d'une agressivité intermédiaire, on diminue le risque de progression de la maladie. Et l'étude Protect, qui a été réactualisée cette année, 15 ans de suivi, qui a les mêmes conclusions. La prostatectomie radicale, les patients tirent un bénéfice d'un traitement lorsqu'ils ont une maladie d'agressivité intermédiaire, même si en termes de survie globale, il n'y a pas de bénéfice. Donc, il y a un vrai rationnel à traiter le cancer de la prostate. Néanmoins, quand on traite un cancer de la prostate, que ce soit par chirurgie ou par une technique d'irradiation, qui sont les deux traitements aujourd'hui standards et reconnus dans les recommandations comme des traitements, en tout cas, du cancer de la prostate, on augmente le risque, enfin, en tout cas, on a un risque certain de troubles fonctionnels, que ce soit les troubles urinaires ou les troubles sexuels. Alors, il y a peut-être un moment où il va falloir changer un petit peu, nous les urologues, notre façon de voir le cancer de la prostate, parce qu'en fait, les patients, ils présentent tous le même aspect du cancer de la prostate, globalement, ceux qui sont diagnostiqués d'un aspect, à un stade précoce. Que vous preniez Pierre, Paul ou Jacques, le premier ils ont tous le même PSA, ils ont tous le même toucher rectal, ils ont tous le même aspect clinique. Néanmoins, quand on leur fait une IRM, parce qu'aujourd'hui c'est l'IRM qui prévaut dans le diagnostic du cancer de la prostate, c'est sur elle qu'on va se baser pour faire un diagnostic. On leur fait des biopsies et sur ces biopsies, Pierre va avoir une lésion de faible agressivité. Paul va avoir une lésion d'agressivité parfaitement circonscrite au milieu de la prostate et qui est d'une agressivité intermédiaire. Et Jacques va avoir une agressivité beaucoup plus importante avec une atteinte de la capsule et éventuellement un envahissement périprostatique. Et on ne doit pas traiter ces patients tous de la même façon. C'est la raison pour laquelle la thérapie focale, qui consisterait à traiter les patients qui ont une agressivité intermédiaire, pourrait avoir un sens. On ne remet pas en cause la surveillance active dans les traitements du cancer de la prostate de faible agressivité et évidemment pas les traitements radicaux pour les maladies les plus agressives, mais l'entre-deux, il pourrait y avoir un champ de tir.
Qu'est-ce que la thérapie focale? La thérapie focale, en fait, c'est un concept. C'est un concept qui consiste à traiter la lésion index, la lésion principale, qui va évoluer et faire que le patient va développer des métastases. Pour ce faire, on a utilisé ou on a proposé différentes énergies. On peut utiliser la curithérapie, la cryothérapie, les ultrasons focalisés de haute intensité, l'électroporation irréversible, le laser interstitiel, les micro-ondes, la photothérapie dynamique, les radiofréquences. L'objectif de ce traitement, c'est de traiter de façon efficace la tumeur en garantissant les résultats qu'on peut avoir avec les traitements radicaux, tout en préservant les troubles fonctionnels de l'homme, c'est-à-dire les risques d'incontinence et d'impuissance, puisqu'on va préserver la plus grande partie, la grande partie du parenchyme prostatique. Alors, il y a tellement d'énergies qui ont été proposées, il y a tellement d'études qui ont été faites qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Les études ont été le plus souvent organisées par des industriels. Elles peuvent être critiquées, elles sont critiquables. Et donc, de ce fait, la thérapie focale, aujourd'hui, n'est pas inscrite dans les recommandations. Et c'est un traitement qui ne peut se faire que dans le cadre d'essais cliniques ou de registres prospectifs bien conduits. Et c'est un peu là le problème de la thérapie focale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de data. Comme on n'a pas de data, on ne peut pas l'inscrire dans les recommandations. Et comme c'est pas inscrit dans les recommandations, on ne peut pas en faire. Et comme on ne peut pas en faire, on n'a pas de data. Voilà. Donc, en fait, comme il n'y a pas de recommandation, on a essayé de savoir qui pouvait bénéficier de cette thérapie. Alors, il n'y a pas de recommandation. Donc, en fait, il y a des gens qui se sont réunis, des experts de la thérapie focale, qui se sont réunis et qui ont fait des conférences de consensus et qui ont dit, bah voilà, les gens qui peuvent bénéficier de la thérapie focale sont des patients qui ont un PSA inférieur à 20, donc une maladie qui n'est pas très évoluée, cliniquement qui reste très localisée à la glande. On leur fait une IRM. L'IRM révèle une maladie qui est, certes, qui est parfaitement identifiable, parfaitement reconnaissable en IRM, mais qui ne va pas déborder au-delà de la prostate. On leur fera des biopsies. Ces biopsies doivent être concordantes avec l'image IRM, c'est-à-dire qu'on doit trouver dans la lésion IRM de la tumeur, et cette tumeur doit avoir une agressivité intermédiaire, c'est-à-dire pas quelque chose de trop agressif, mais pas non plus quelque chose de peu agressif, parce que les patients qui ont des maladies peu agressives, on doit les surveiller. Je vous ai expliqué, je vous ai dit qu'il y avait 7 ou 8 énergies qui avaient été proposées pour ça. En fait, il y a globalement 4 énergies qui ressortent de ça. Il y a les énergies thermiques et les énergies non thermiques. Parmi les énergies thermiques, les principales utilisées sont les ultrasons focalisés de haute intensité. On a un transducteur piezoélectrique qui va générer des ondes et ces ondes vont converger en un point focal. Et en ce point focal, on déclenche une nécrose tissulaire qui va créer une destruction de la tumeur. La cryothérapie, c'est un principe, vous le connaissez par le froid, basé sur le théorème de Joule-Thomson qui fait que lorsque l'argon va naviguer à très grande vitesse dans une aiguille, ça va générer au bout de l'aiguille, lorsqu'il va sortir, une boule de glace et congeler le tissu. Et puis, il y a les énergies non thermiques, comme l'électroporation irréversible, qui consiste à faire passer un courant de très haute intensité entre deux aiguilles, à modifier la polarité de la membrane cellulaire, à créer des pores PORES et faire que l'osmolarité du milieu va changer et va déclencher l'apoptose. Et la curithérapie, donc c'est le principe de la radiothérapie, c'est la création de l'apoptose de la cellule. Alors, est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, effectivement, ça fonctionne pas mal. Et si on prend le papier publié en 2018 par le groupe de cancer de prostate de l'Association européenne d'urologie, donc a priori quelque chose de plutôt indépendant, qui était conduit par Nicolas Mottet, et qui montrait qu'en reprenant les principales séries de la littérature, il notait qu'il y avait simplement 25% d'échecs de ce traitement, mais c'est à 1 an, sur des petites séries. Donc, des choses qui sont encore pas du tout à maturité. Mais enfin, c'est un résultat encourageant. Et quand on regarde les résultats fonctionnels de ces traitements, vous voyez qu'il y a moins de 1% d'incontinence. On est loin de la prostatectomie radicale et de la radiothérapie. Et sur le plan de la dysfonction érectile, en fait, les taux sont un peu disparates, mais on est entre 5 et 10% de dysfonction érectile. C'est-à-dire qu'en fait, on a une dysfonction érectile qui s'installe dans les suites immédiates du traitement. Et puis ensuite, on sait qu'entre les 3 et 6 premiers mois, les patients peuvent avoir une dysfonction qui récupère après. Et on retourne à une baseline à 1 an dans 90% des cas. Et donc, la conclusion de ce papier, c'était de dire que si on arrivait à confirmer ces résultats, eh ben, ça serait probablement un progrès considérable dans le management, dans la gestion du cancer de la prostate. La thérapie focale, c'est un concept qui marche, mais qui marche si on sélectionne bien le patient et puis ensuite si on respecte certaines règles. C'est-à-dire qu'il faut parfaitement identifier la tumeur, il faut qu'elle soit a priori unique, isolée, qu'on puisse la biopsier, que les biopsies soient concordantes avec l'imagerie d'IRM et qu'on dispose d'une énergie qui permette de détruire dans la totalité cette lésion. Si on en laisse la moitié, ça n'a pas de sens. Et pour ça, il faut connaître les énergies. Alors, il y a 4 énergies, je vous ai dit, qui ressortent de tout ça, mais elles ne sont pas toutes équivalentes. Et on sait que lorsqu'on utilise les ultrasons focalisés de haute intensité, par exemple, on va échauffer le tissu à 60-70 degrés et qu'il n'est pas conseillé de le faire à proximité du sphincter urinaire si on veut éviter l'incontinence urinaire. Et c'est là le problème. Donc, en fait, chacune de ces énergies va avoir
ses inconvénients, ses avantages. C'est la raison pour laquelle on avait défini il y a quelques années la thérapie à la carte dans la thérapie focale, le traitement à la carte dans la thérapie focale, en favorisant les ultrasons focalisés pour les lésions postérieures et postérolatérales moyennes et basales, la curithérapie pour les lésions apicales et les thérapies à l'aiguille plutôt pour les lésions antérieures. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne jusqu'à un certain point. C'est comme la prostatectomie radicale, c'est comme la radiothérapie. On a des échecs, on a des échecs de la thérapie focale, faut le dire. Et ces échecs, il va falloir les traiter. En fait, on se rend compte, il y a peu de séries qui ont été publiées jusqu'alors, mais que malgré tout, on peut faire une prostatectomie radicale, on peut faire de la radiothérapie, on peut faire de la curithérapie après un échec de thérapie focale. Et donc, on se rend compte que quand le patient est en échec de thérapie focale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a fait le traitement, qu'on lui refait une IRM, qu'on lui refait des biopsies et qu'on se rend compte qu'il reste de la maladie résiduelle, on discute avec lui. Soit on refait un traitement à l'identique parce qu'on pense qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie qui a été assénée au tissu, soit on pense que la localisation était mauvaise et qu'il faut lui proposer autre chose. Pardon. Et on peut parfaitement lui proposer une prostatectomie radicale ou de la radiothérapie. Alors, est-ce que on doit favoriser la thérapie focale par rapport à la chirurgie? Je suis désolé. Il y a des indications à la... Oui, si vous avez une goutte d'eau, je veux bien. Il y a des indications à la thérapie focale. Et les Anglais, qui sont toujours très en avance sur le sujet, nous ont montré qu'en prenant le registre qu'ils ont d'imagerie ou de biopsie, ils ont montré que parmi les patients qui ont été opérés, qui étaient inclus dans ces registres, eh ben, si on considère que un patient qui a une lésion isolée, qui ne déborde pas trop l'enveloppe de la prostate et qui est unilatérale et qui est suffisamment évolué, merci, à qui on peut faire un traitement raisonnable en préservant au moins les nerfs d'un côté, eh ben 5 à 7% des patients qu'on opère pourraient bénéficier de la thérapie focale. Excusez-moi. Et cela est rendu possible grâce aux moyens modernes de diagnostic du cancer de la prostate. C'est un peu là que la réflexion doit être menée, c'est-à-dire que Walsh a décrit en 1983 la technique moderne de prostatectomie radicale. À l'époque, on faisait 6 biopsies, il n'y avait pas d'IRM, on ne faisait pas les biopsies ciblées. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on a des outils formidables avec des radiologues qui nous aident beaucoup, qui font des imageries formidables avec des biopsies ciblées. On arrive à beaucoup mieux documenter. Donc, grâce à l'IRM, qui a une sensibilité de 93%, une valeur prédictive négative de 89%, et une biopsie ciblée notamment, on arrive à beaucoup mieux documenter le cancer de la prostate. Les différentes études de la littérature sur la biopsie, dont une française qui a été menée par Raphaël Renard-Pénat, Philippe Puech et Olivier Rouvière, nous ont appris que l'association des biopsies ciblées aux biopsies systématiques nous permettait d'améliorer le diagnostic. Et sur le plan de l'extension, on a aussi aujourd'hui des moyens avec l'imagerie moléculaire qui nous permettent de faire des diagnostics beaucoup plus précis quant au statut évolutif de la maladie. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces examens pour essayer de développer ce traitement, cette thérapie focale. Je suis désolé, c'est mon parc-mètre que je vais reconduire. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées. Qu'en est-il aujourd'hui 2022, un nouveau papier a été publié sur la thérapie focale, il y en a beaucoup, qui reprenait de façon rétrospective les 5 dernières années, 72 études, 6 000 patients. Vous voyez que ça fait moins de 100 patients par étude. Donc, c'est quand même un vrai problème de la thérapie focale. Chacun publie son petit papier dans son coin et nous explique qu'effectivement, on améliore les résultats fonctionnels. Ça, il n'y a aucun doute, c'est vrai. Est-ce qu'on améliore ou est-ce qu'on fait aussi bien que les autres techniques, ou est-ce que c'est en tout cas acceptable en termes de résultats oncologiques? Ça, c'est vraiment un problème, ce d'autant plus que dans les études, il y a beaucoup d'hétérogénéité et qu'elles sont parfois mal conduites. Et le vrai exemple de l'étude mal conduite, c'est la seule étude prospective randomisée de phase 3 qui a été publiée dans la littérature, dans la thérapie focale. C'est l'étude qu'avait publiée Ramen Azouzi il y a quelques années et qui montrait que lorsqu'on faisait de la thérapie focale versus de la surveillance active, on était meilleur avec de la thérapie focale parce qu'il y avait moins de risque de retraiter les patients derrière par rapport à la surveillance active où les patients étaient plus enclins à être orientés vers des traitements, à sortir de la surveillance active pour être enclins à des traitements radicaux. Mais aujourd'hui, les patients, ces patients-là sont des patients qu'on surveille, on ne les opère plus, on ne les traite plus, donc cette étude n'a plus lieu d'être. On a comparé des patients qui étaient traités à des patients qui n'auraient jamais dû, alors que ce sont des patients qui n'auraient jamais dû être traités. Donc, les études sont aujourd'hui obsolètes et le seul moyen d'arriver à quelque chose est probablement d'arriver à quelque chose de prospectif. Et quasiment pour conclure, je vais vous dire qu'on oublie souvent de demander l'avis aux patients et qu'on lui dit, monsieur, vous avez un cancer de la prostate et vous avez le choix entre
la prostatectomie radicale ou la radiothérapie et qui dit ah bah oui mais moi je veux pas d'incontinence ou je veux pas de dysfonction érectile, mais monsieur c'est le choix qu'on vous propose, c'est la chirurgie ou la radiothérapie. On n'est pas tout à fait dans les nouvelles recommandations de l'HAS ou des nouvelles recommandations de européennes où on doit mettre le patient au centre de sa décision thérapeutique. Alors, certes, le patient n'a pas à décider de tout, mais en fait, on a un outil qui existe, on ne le propose pas au patient et c'est peut-être dommage. Donc, c'est pour ça que prendre l'avis du patient, c'est peut-être pas complètement nul. Ce d'autant plus que quand on demande au patient a posteriori, et ça, c'est une étude qui a été publiée aux États-Unis par l'équipe de Gill, qui montrait qu'ils ont interrogé 143 patients qui ont eu de la thérapie focale. Et ben, il n'y en a que 20% qui regrettaient d'avoir choisi la thérapie focale. Et ceux qui le regrettaient, c'était évidemment ceux qui étaient en échec de traitement. Donc, un cas rapide pour vous montrer ce patient 59 ans qui a cette lésion. Vous voyez la petite flèche là sur les différentes séquences de l'IRM, le T2, la diffusion, la carte ADC, un PSA à 8,7. En biopsie, on lui trouve un ISUP3, donc une maladie d'agressivité intermédiaire de pronostic défavorable. Il a eu à l'époque le standard qui était la scintigraphie osseuse et le scanner. C'était un monsieur qui voyageait beaucoup qui pour son business et qui n'avait pas du tout envie d'avoir un traitement radical. Je lui ai proposé une thérapie focale. À l'époque, on faisait des IRM précoces. Vous voyez qu'il a eu un traitement par ultrason focalisé, que le gros rond noir, c'est un rond de nécrose. Donc, on a complètement nécrosé la zone où se situait la tumeur. Dans les suites, les IRM, vous voyez la rétractation du lobe droit de la prostate. Et en fait, son PSA, depuis 5 ans, est parfaitement stable. Et c'est un malade, je ne sais pas si on peut le considérer comme guéri, mais en tout cas, il va très bien, il continue à bouger, il continue à vivre normalement. Il a un PSA qui est passé de 8,7 à 2,1 et il est tout à fait satisfait. Donc, en fait, il y a des échecs. J'aurais pu vous montrer un échec. Bon, c'était pas vous en faire la promotion, donc j'ai choisi de vous montrer un succès. Pour vous dire que les succès, ça existe aussi. Donc, la thérapie focale, c'est un nouveau concept qui existe, qui est prometteur, à mon sens, qu'on devrait peut-être un peu plus proposer aux patients, qui aujourd'hui ne peut être réalisé que dans le cadre d'un essai clinique ou d'un registre prospectif. Il faut aujourd'hui utiliser pour faire les diagnostics du cancer de la prostate, mais pas seulement pour la thérapie focale, mais aussi pour les autres techniques, tous les outils dont on dispose, des outils modernes de diagnostic du cancer de la prostate. Et nul doute que si ces résultats préliminaires dont je vous ai parlé sont confirmés, on arrivera à peut-être promouvoir cette thérapie focale. Et pour les confirmer, rien de tel qu'un registre. François Richard, je pense, sera d'accord avec moi. Et on a réussi, avec le groupe européen de la Research Foundation, à constituer un groupe de travail. On a élaboré des items qui sont déjà qui ont été validés. On a trouvé un financement. On a une base qui est une base test qu'on est en train de tester. Et on espère qu'au 1er janvier, c'est peut-être un peu optimiste pour obtenir les autorisations. C'est même très optimiste pour obtenir les autorisations. Mais on espère qu'au 1er janvier, cette base pourrait être opérationnelle et que pour les gens qui souhaiteraient faire la thérapie focale, on pourra, alors là c'est pareil, on a mis des seuils de traitement, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un malade par an, mais on a mis des seuils et on va enfin essayer, en dehors de tout conflit avec l'industrie, de manière indépendante, on souhaite essayer d'évaluer cette thérapie focale et de dire si oui ou non elle a un intérêt. Parce que si elle n'a pas d'intérêt, on va arrêter d'en parler. On va arrêter de publier 72 études en 5 ans qui n'ont pas de sens. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, après, excellente présentation, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait des néphrectomies partielles ou même des tumorectomies pour les cancers du rein, et tout le monde trouvait ça normal, finalement, qu'on enlève la tumeur, et ça a pris du temps avant que ce soit accepté. On s'en souvient, François, des premières ont eu lieu à la Pitié avec sérieusement agressé. Voilà, sérieusement agressé. Et c'est à peu près la même chose qui se produit à chaque fois. Alors, je parlais tout à l'heure des dogmes, mais c'était à l'époque le dogme face à un cancer d'enlever l'ensemble de l'organe, mais là, c'est la même chose. Ça fait référence à la prostatectomie de Walsh. Je pense pas que les techniques, à part l'apport de la laparoscopie ou de la robotique, c'est simplement une technique d'exérèse, mais les techniques carcinologiques ont beaucoup changé, donc depuis 40 ans. 40 ans exactement. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas changé la technique, mais on a changé tous les moyens d'arriver au diagnostic. Pourtant, le cancer de prostate est moins agressif que le cancer du rein, potentiellement, et on se pose encore la question de savoir si on ne peut pas faire l'équivalent d'une lupectomie au niveau de la prostate. Alors ça, c'est vraiment, on est dans le domaine du dogme. Alors, à cet égard, je vous parlais tout à l'heure d'un voyage en Allemagne, je vais précisément partir pour, ils m'ont demandé de leur présenter ce que j'ai pu présenter à l'EAU, c'est-à-dire l'expérience française prospective, comparative d'un traitement par écu versus prostatectomie radicale. Je vous ai présenté les résultats ici en avant-première, c'est à 30 mois, alors j'y reviendrai là aussi, 30 mois c'est long et c'est pas long. 30 mois, eh bien, c'est une non-infériorité, puisque c'était l'objectif statistique que nous avions fixé, de l'IFU par rapport à la prostatectomie.
Simplement, ce qu'on sait à 30 mois, c'est qu'on a détruit la tumeur qu'on a visée. Si elle n'a pas évolué, c'est qu'elle a été détruite. Et comme tu l'as très bien dit, il y a un taux de récidive attendu dans les années qui suivent de 20 à 25%. Seulement, sur des malades qui sont surveillés en permanence, IRM, peut-être parfois biopsiés, ça c'est un autre débat. Et en réalité, on ne devrait plus être en train de discuter aujourd'hui de oui ou non la thérapie focale. C'est une évidence. Et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ça devrait déjà être dans les recommandations depuis un moment. Ça y est, puisqu'on le dit, y compris en Allemagne, etc. Bon, on ne peut pas trop durer. Mais aujourd'hui, on devrait être en train de discuter des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait des PSA post-thérapeutiques? Peut-être qu'on fait des IRM. Est-ce qu'il faut faire des biopsies systématiques? Bien sûr que non, il ne faut pas le faire. Tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'embêter les gens avec des biopsies systématiques quand on a un PSA qui ne bouge pas et une IRM normale. Voilà, il y a beaucoup de choses à discuter. Pour moi, c'est une évidence. C'est ce que je dirais. Il y a un papier assez intéressant qui est sorti là cette année, un papier qui a été coécrit par Scott Egner, qui montre qu'en fait, on suit le cheminement de la tumorectomie mammaire. C'est-à-dire qu'en fait, il montre les deux courbes avec l'évolution du cancer du sein et l'évolution du cancer de la prostate. Et ben, on est très en retard sur les gynécologues, c'est tout. Voilà. Ce qui est important, c'est comme l'a dit Eric, c'est qu'il y a des thérapies focales avec un S, parce qu'on dit souvent la thérapie focale. D'autre part, il était très important que au sein du CCFU, on s'empare de cette thématique et Eric le fait très bien, et avec le groupe qui est animé par Guillaume Ploussard. Donc, ce registre Jupiter est très intéressant. Et donc, les urologues sont proactifs et ne doivent pas être victimes de ceux qui développent les technologies, mais au contraire, s'en emparer, les évaluer, les jauger et éventuellement les juger. Donc, la démarche là est importante parce que la diversité et l'éclectisme des énergies est de plus en plus prégnant et on voit que certaines d'entre elles resteront dans les limbes de l'histoire médicale et d'autres probablement perdureront. Donc, c'est aussi notre volonté de vouloir évaluer objectivement ces technologies. Ouais. Et là aussi, on peut dire l'avantage des registres par rapport aux études avant, c'est avec Pascal pour l'étude Forfait Innovation qui a permis l'acceptation de l'AIFU, ça a duré quoi, 12-15 ans, à partir du moment du départ de l'étude et des résultats qui ont eu lieu donc récemment. Avec les organisations et les registres mis en route maintenant, on peut penser qu'en 3 ans, on aurait les résultats, enfin en 4 ans, on aurait des résultats, là on a mis 15 ans pour les avoir. Et donc c'est un argument de plus pour les registres. Une dernière remarque, oui. Voilà. Les rythmologues utilisent les mêmes sources pour la destruction. Le chaud, le froid, etc., etc. Pourquoi vous ne mettez pas vos expériences en commun? Ça vous permet d'avoir des séries plus importantes pour connaître l'efficacité des types d'énergie. Je crois que ce ne sont pas les mêmes volumes. De tumeur ou de ouais, patient? Non, mais là, c'est de la tumeur en l'occurrence et c'est pas les mêmes. Après, il y aurait peut-être il y a une idée. Il y a des gens qui ont des idées aux États-Unis. Ils essaient de combiner les énergies. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui s'appelle l'électroporation réversible et la cryothérapie. C'est-à-dire de fragiliser le tissu avec de la cryothérapie et ensuite d'aller lui mettre de l'électroporation. Et le fait de combiner les deux énergies, on diminue l'intensité de chacune des énergies qui permet. Et ça, il y aura sûrement des choses à faire à l'avenir. Oui. Les rythmologues font exactement pareil. Je vais en parler. Très bien. Alors, Merci beaucoup.